Nous parlons ce soir du Liban, la double explosion de Beyrouth, l'état d'urgence décrété pour 2 semaines. On va évoquer ensuite la Guinée. Alpha Condé est-il en route pour un 3e mandat? Nous irons aussi au Mali où Amnesty International dénonce la répression sanglante des manifestations. Et puis au Togo, ces propos de Jerry Tama qui estime que tous les partis politiques sont infiltrés. Nous parlons de tous ces sujets ce soir avec Thierry Afanoukwé, administrateur du site gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Face à vous, Marc Aboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir Thierry et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon retour à vous deux. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Merci. On commence tout de suite avec le Liban. Le bilan de la double explosion qui a dévasté la capitale Beyrouth mardi 4 août s'est encore alourdi, s'élevant désormais à 137 morts et plus de 5000 blessés. Le gouvernement libanais a décrété l'état d'urgence pour 2 semaines dans la capitale où a atterri ce jeudi le président français Emmanuel Macron pour exprimer le soutien et la solidarité de la France au peuple libanais. Aujourd'hui, Marc Aboflan, la situation économique du Liban est désastreuse, situation compliquée par la survenance de la pandémie de Covid-19. Et vient s'ajouter encore cette malédiction du destin, cette explosion au port de Beyrouth. Oui, il faut quand même déplorer ça, saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce drame-là à Beyrouth et dire quand même qu'on a l'impression depuis la fin d'année dernière quand même qu'il y a un acharnement naturel sur le Liban. On a vu la crise politique qu'ils ont traversée début 2019, qu'a suivi une récession économique importante dans ce pays. Et puis, on a vu la pandémie du Covid qui a quand même mis à terre un certain nombre de pays. Et survient aujourd'hui ce drame-là, ce drame quand même, qui mettra à terre pour un bon moment le centre commercial du Liban qui est Beyrouth. Et donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut manifester un élan de solidarité, de compassion envers le peuple libanais et les aider à se reconstruire parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est devenu un village planétaire où il est très 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 difficile de se développer à côté de gens qui sont pauvres. Et donc, si le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique ne soutiennent pas le Liban dans cette reconstruction, ça va forcément avoir un impact sur chacun des pays limitrophes d'abord du Liban, la crise qui va survenir. Mais maintenant, je pense que cet état d'urgence décrété aussi est pertinent au regard de tout ce qui peut se passer dans ce genre de situation, quand on sait que beaucoup de malfrats, beaucoup de personnes mal intentionnées profitent quand même de cette situation de chaos généralisé pour commettre des infractions. Et donc, je pense qu'il était important quand même qu'on décrète cet état d'urgence et que, ne serait-ce que la sécurité du site et des environs, l'armée puisse prendre en charge cela, le temps pour le pays de voir clair. Mais est-ce que les populations aujourd'hui, parce qu'au niveau de Beyrouth, c'est plusieurs maisons qui ont été soufflées, plusieurs habitants qui se retrouvent sans toit, est-ce que ces gens attendent d'abord des autorités, c'est d'avoir un programme de recasement et autres, et non de déverser des militaires dans la rue pour assurer un état d'urgence donné? Oui, un programme de recasement, oui, certes, mais aujourd'hui, l'urgence, c'est d'arriver à sortir ceux qui sont encore sous les décombres de ces maisons, de ces édifices-là qui se sont écroulés suite à cette explosion. Je crois que gouverner, c'est prévoir. Et puis, quand on est aux affaires, il faut de la rigueur dans tout ce qui est fait. Tout l'accident qui s'est produit doit interpeller chaque pays parce que ce produit-là a été stocké et dans cette zone portuaire, ça fait déjà des années et des années,
personne n'a levé son petit doigt pour qu'on puisse faire un déplacement de ce produit-là. Voilà, l'accident est vite arrivé, alors que le pays est à genoux. Vous savez, avec la crise, la pandémie à coronavirus, ils étaient sortis du confinement et ils étaient retourner parce que le nombre de cas de contamination ne faisait que s'augmenter et ça devenait inquiétant. Alors qu'au même moment, le pays est financièrement à genoux, financièrement affaibli. La monnaie libanaise qui ne fait que dégringoler face au dollar. Les gens sont obligés d'aller sur le marché noir pour acheter le dollar. Donc, il y avait tout un problème dans ce pays-là et voilà ce qui vient encore de s'ajouter concernant le recasement de ces plus de 300 millions d'habitants qui sont aujourd'hui sans abri. Je crois que l'aide, la communauté internationale est en train de se mobiliser. La France en première position pour mobiliser la communauté internationale pour venir en aide à cette population-là. Au même moment, il y a un problème de gouvernance, comme je l'ai dit, qui se pose dans le pays. Vous savez, le Liban, c'est un pays politiquement instable et puis à cela s'ajoute la corruption au point où on se demande comment va être gérée cette aide humanitaire de la communauté internationale. Donc, il y a tout un... Vous le soulignez si bien, quand Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui, il a été interpellé par des habitants qui lui ont dit ne remettez pas l'aide au gouvernement. Voilà. Donc, il y a un réel problème de corruption et Emmanuel Macron même l'a si bien dit que il faudrait que l'aide apportée puisse aller directement aux bénéficiaires. Donc, c'est un réel problème et je ne sais pas trop comment ça va se faire, ce qui fait même qu'il y a certains partenaires et ils étaient réticents avant cette explosion-là d'aider le Liban, puisque il y a, je ne sais pas, un canevas qui est tracé pour que le FMI, la Banque mondiale et les autres partenaires de ce pays-là puissent l'assister, mais tant que les dirigeants ne s'alignent pas, tant que les dirigeants ne s'entendent pas, la communauté internationale, notamment les États-Unis, ils sont réticents pour venir en aide aux Libanais. Alors, ce qui est à l'origine de la situation, c'est le nitrate d'ammonium qui est stocké dans le port de Beyrouth. Aujourd'hui, il faut pouvoir aussi situer les responsabilités. Oui, bien évidemment. Il faut même rappeler le parcours de ce nitrate d'ammonium qui a été saisi sur un navire battant pavillon, je pense, cambodgien, qui était à destination de la Mozambique. Voilà. Et donc, c'est plusieurs agriculteurs mozambicains qui ont été privés à un moment donné de l'engrais qui devrait leur servir simplement à faire leur travail. Et donc, cette saisie, aujourd'hui, 2 ans après la saisie, il n'y a officiellement aucune raison. La société qui était censée faire le transport de ce nitrate d'ammonium-là s'est vue d'une certaine manière spoliée. Et ça repose la question de la corruption endémique, de la gestion de la gouvernance même au sein de l'appareil étatique au Liban. Et donc, je pense que on ne peut jamais se réjouir quand il y a du malheur, mais il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui. Revoir la gouvernance à tous les niveaux, parce que on a souvent fait une fixation sur la gouvernance au niveau supra, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, au niveau de toutes ces entités-là, qui sont plus ou moins visibles, mais on oublie des fois de penser à la gouvernance dans des institutions comme les douanes, les ports, toute cette gouvernance qui est tout aussi corrompue et qui finalement crée de petits problèmes comme cette saisine de nitrate d'ammonium qui a été faite et qui aujourd'hui a causé tout ça. Et puis ça pose un problème important, pas seulement pour le Liban, mais pour tous les pays qui ne font pas attention dans le stockage des produits dangereux. Et pour faire peut-être le parallèle,
vous rendez dans la zone portuaire du Togo, par exemple, vous avez toute une zone où nous avons ensemble contour global, vous avez la raffinerie, vous avez des dépôts de la société de stockage. Il y a du gaz stocké quelque part, tout ça là. Dans le même périmètre, quasiment. Et ça pose de réels problèmes de sécurité parce que vous avez à moins de 50 mètres, à moins de 20 mètres de ces bâtiments-là, des habitations qui sont érigées. Quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises au quotidien pour assurer à toutes ces habitations-là le nécessaire? Je pense qu'il y a lieu véritablement de s'interroger sur ces éléments-là. Le Liban mise aussi beaucoup sur son port au niveau commercial et pour son développement. Le port même avait été modernisé il y a quelques années de cela, avant que cette explosion n'arrive. Est-ce qu'on peut dire que l'économie libanaise va pouvoir se relever de cette situation? C'est vrai que la diaspora libanaise se mobilise pour aider le pays, mais ça ne va pas être suffisant. Mais ça ne sera pas d'aussitôt, parce que tout est à refaire. Et d'abord, il faut mobiliser les ressources pour penser à une reconstruction de ce port-là, ce qui serait difficile, puisque, on l'a dit tantôt, les partenaires du Liban ne font plus confiance au régime ou au système même de gouvernance dans ce pays. Donc, les gens hésitent à composer avec les Libanais. Et vous savez aussi que dans la zone, il y a une instabilité, il y a la Syrie à côté, il y a les implications du Hezbollah, tout ça là. Donc c'est compliqué tout ce qui se passe. Je ne sais pas par quelle alchimie on pourra repenser à la reconstruction du Liban. On a parlé toujours de la reconstruction de l'Irak, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en finit toujours pas. On me dira que là-bas, il y a les armes qui parlent beaucoup plus, mais ici, c'est vrai, ce n'est pas une question forcément d'armes, mais le pays, financièrement parlant, ne tient plus. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé en Grèce. Et pour relever la Grèce, il a fallu à un moment donné que la Grèce accepte les pilules, l'ordonnance du FMI et des autres partenaires pour se relancer. Mais au Liban, il y a comme on dit, la France à un moment donné a mis à la disposition du Liban des partenaires qui ont toujours fait des prescriptions. Malheureusement, le régime actuel n'a jamais exécuté, en tout cas, les prescriptions. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, le pays est continuellement en crise, soit politique, soit financière et économique. Donc, ça serait difficile. C'est vrai, la communauté internationale se mobilise, mais vous savez comment la communauté internationale fonctionne. Quand les intérêts ne sont pas aussi importants que ça, vous n'allez pas les voir être engagés véritablement. C'est vrai, comment on appelle ça, Emmanuel Macron veut jouer ce premier rôle-là. C'est pour cela qu'il s'est précipité à se déplacer. Et vous avez vu son passage et toute la population qui s'est mobilisée. Et c'est les autorités qui sont décriées, c'est les autorités qui sont rejetées. Donc, on se demande comment et le gouvernement ou le système actuel et la population vont composer pour penser à relever ce pays-là. C'est vrai que dans divers pays du monde, on a de fortes communautés libanaises parce que les Libanais, ils sont souvent dans les questions maritimes et autres, là, ils sont dans le commerce, ils représentent, je ne sais pas, ils sont puissamment financièrement assis, mais ça ne suffirait pas pour reconstruire ou bien pour relancer ce pays-là. Bon, alors, Thierry Afanoukou évoquait donc cette crise politique permanente qui existe au Liban. Il y a eu même des manifestations il y a quelques semaines. Et donc, aujourd'hui, la situation économique est davantage exaspérée. Est-ce que les dirigeants vont pouvoir se sortir d'affaires? Ils doivent. Et c'est là aussi qu'on peut voir la poigne de véritables dirigeants. S'ils arrivent à changer cette situation-là, à se mettre véritablement aux côtés du peuple, à changer la gouvernance,
cette crise même pourrait leur être utile. Mais déjà, on sent que la population décrit un certain nombre de choses. Trouver les moyens pour reconstruire le Liban, à mon avis, ne serait pas aussi difficile que ça. Déjà que, comme le soulignait Thierry tout à l'heure, le Liban peut s'appuyer sur une importante diaspora dans quasiment tous les pays du monde, surtout dans les pays du Sud. Une diaspora qui détient des pans de l'économie pour un certain nombre de pays. Tellement puissant. Hein? Surtout dans les pays d'Afrique francophone. Ce sont des communautés qui détiennent des pans entiers de l'économie et donc qui peuvent facilement mobiliser les ressources. Mais une question est de mobiliser les ressources, une autre est de les gérer de manière efficiente pour, pour justement satisfaire le maximum de la population. Et on l'a vu avec cette arrivée de Macron au Liban, les plaintes se font déjà nombreuses. Il faudra, et c'est ça, pour que le gouvernement s'en sorte, il lui faudra user de dextérité, d'abord pour donner confiance aux partenaires, pour que ceux-ci puissent véritablement mobiliser ce qu'il faut. D'abord pour le plan d'urgence, c'est-à-dire recaser toutes ces personnes-là, pouvoir soigner les blessés parce que les hôpitaux n'étaient pas prêts, pouvoir trouver une situation d'urgence à tous ceux qui sont immédiatement touchés. Et puis, sur le long terme, c'est-à-dire repenser la construction de toute cette zone-là qui a été soufflée, mais également de toute l'économie de Beyrouth et du Liban qui va en prendre un coup. Et donc, le gouvernement est très entendu sur cette question-là. Si ces questions sont bien gérées par le gouvernement, il pourrait véritablement avoir un certain crédit qui leur permet de se sortir de la crise politique qui est quasi permanente. Maintenant, s'ils font de la gestion de cette crise-là, ce qu'ils ont toujours fait dans les années passées, je pense que le Liban va aller vers le chaos que connaît un certain nombre de pays alentours aujourd'hui, l'Irak, l'Iran un peu, et la Syrie et tout ça. Première pause et on revient après pour continuer.